La question de l'entrée en littérature, et nous l'avons vu aujourd'hui, pleine de ramifications entre les devis qui peuvent sembler à la fois bien contraignants ou bien éloignés d'une conception littéraire de la lecture et notre souhait de transmettre tout ce que la littérature transporte en elle. Il est parfois difficile de trouver une porte d'entrée pour les étudiantes et des étudiants collégiales qui n'en soit pas une faite presque exclusivement de compromis. Marcel Goulet a présenté ce matin des axes qui pouvaient être repensés dans une entrée en littérature et qui permettraient de former des amateurs éclairés. C'est à partir de ces 4 axes que sont la lecture, l'écriture, la culture et la langue que les présentations de table ronde ont été regroupées. On avait envie d'entendre comment se manifestaient ces entrées en littérature dans plusieurs cégeps de manière à faciliter les partages. Nous avons donné un défi de taille aux participants de présenter en à peine quelques minutes un projet qui a cours dans leur cégep. J'ai tenté de relever le défi aussi. J'enseigne au cégep Marie-Victorin depuis maintenant plus de 15 ans, 15 ans au cours desquels j'ai pu donner tous les cours de la formation générale. Et puis, dans les dernières années, j'ai participé à de nombreux projets qui touchaient de près ou de loin à l'aide à la réussite. Dans mon cégep, les obstacles à une entrée harmonieuse, sinon en littérature, au moins dans les cours de français, sont nombreux. Notre population étudiante est en effet considérée comme vulnérable, entre guillemets, et les taux d'échec et d'abandon au premier cours de français sont immenses. Le département de lettres a entamé il y a quelques années un grand chantier de réflexion autour des contenus des cours de la formation générale, chantier qui avait pour but, entre autres, de faire que cette entrée en littérature soit, sinon plus heureuse, au moins plus signifiante pour la population étudiante et pour les profs qui lui enseignent. Le département a ainsi choisi d'assouplir sa façon de poser des sujets d'analyse, sa grille de correction et même son corpus pour permettre d'y inclure des œuvres francophones ou québécoises récentes. Puis on parle du cours de 101. On a aussi on a bonifié les services du Centre d'aide en français, ouvert un centre d'aide en littérature, revu notre façon de pénaliser la langue, mais malgré tout, ce cours reste une grande difficulté pour une partie de notre population étudiante et tout ce que nous faisons pour aider nos étudiants a parfois l'effet inverse de repousser, en fait, j'ai l'impression, l'entrée en littérature, celle qu'on espère bouleversante ou celle qui donnera envie de la lecture qui permet de se créer un peu soi-même. Comment donc, sans diminuer nos attentes, sans renier sur la transmission de la culture, sans négliger l'apprentissage de la langue dans ses nombreuses facettes, sans aplatir la valeur esthétique des textes qu'on partage et sans amoindrir les exigences du collégial, faire un pas vers les étudiants afin qu'ils et elles se sentent accueillis dans ce premier cours de français qui peut les rebuter? Comment faire pour qu'ils et elles osent entrer en littérature? Reconnaître la faculté des étudiantes et des étudiants à des sujets lecteurs est une piste que j'ai naturellement retenue, mais j'ai choisi de pousser l'expérience un petit peu plus loin en proposant des lectures et des activités qui allaient miser sur leurs forces. Je rejoins un peu ce qui vient juste de nous être présenté et j'espérais de cette façon-là augmenter leur sentiment de compétence par ruissellement, leur engagement, leur réussite, ou juste leur capacité à ne pas abandonner les cours. Même si je ne leur dis pas, j'espère aussi leur donner un peu le goût de la lecture. À la suite d'un appel par le service des programmes au Cégep à la fin d'automne 2021, j'ai proposé un projet de recherche qui déclinait en différentes étapes. Donc, brosser un portrait de la population étudiante du Cégep, celle qui fréquente les cours de 101. Non pas un portrait axé sur la vulnérabilité, parce que c'est souvent celui-là qu'on nous propose dans les différentes instances, mais plutôt un portrait qui repose sur les forces de notre population étudiante. Une fois ce portrait établi, il fallait choisir des textes et proposer des activités qui prenaient appui sur les forces identifiées et que des collègues allaient tester. Par la suite, voir les résultats s'il y en avait. Et pour voir ces résultats, j'ai fait passer différents questionnaires aux étudiants. Aujourd'hui, je vais parler de distance sans en avoir. J'ai reçu les résultats des derniers questionnaires le 14 décembre, donc vous verrez que je n'ai pas eu le temps de tout analyser et qu'il y a eu très peu de dépôts dans ce que j'ai reçu. Donc, il faut que je continue l'analyse, puis je m'approprie les résultats, puis je sens le besoin de pousser certaines hypothèses. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un état des lieux qui est une première étape quand même imparfaite. Donc, proposer des lectures, un corpus des activités qui reposent sur les forces des élèves, qui leur permettent de se reconnaître comme sujet devant le texte, à travers le texte ou grâce au texte. Puis, j'ai tenté de différentes pistes pour y parvenir. Naturellement, toutes les activités proposées par le LIREL autour du sujet lecteur me semblent fertiles et je m'en suis inspirée pour concevoir les miennes.
J'ai fait un premier portrait de la population étudiante à partir de la carte programme pour voir ce qui se dégageait des programmes qu'on offre à Marie-Victorin. Puis, on est très loin de ce qui se passe sur la Côte-Nord. Donc, nous, on est plus, en fait, ce qui se dégage je suis allée voir les profils de sortie, voir qu'est-ce qu'on voulait développer chez nos étudiants. Puis, ce qui ressort de notre population, c'est l'empathie, l'ouverture d'esprit, la créativité et les relations humaines. Donc, c'est vraiment ce qui ressort de cette carte programme. Puis, j'ai confirmé la perception de ce portrait-là, en fait, par un sondage auprès des profs pour voir comment ils percevaient les étudiants. Et j'ai posé la question aussi aux étudiants, à la population étudiante qui, lorsqu'on lui pose des questions à propos de ses forces et de ses valeurs, 87 des élèves répondent que le respect est une valeur importante pour eux. Et quand on leur parle de leurs forces, on note fidélité, écoute, acceptation de l'autre et empathie. Ce sont là, me semble-t-il, des forces toutes désignées pour la littérature, quelle qu'elle soit. Donc, pour les activités, j'allais proposer des activités qui permettent de faire ressortir ces forces-là, mais j'ai aussi choisi de miser le tout pour le tout en essayant de jouer sur la relation pédagogique. Donc, Rancière propose une image du maître ignorant qui permet l'émancipation de ses élèves en fuyant l'explication. Paulo Freire refuse quant à lui la verticalité de la pédagogie. Donc, j'essaie de m'inscrire un petit peu là-dedans. Je proposais le jeu de cette façon. Je souhaitais mieux faire voir aux étudiants, aux étudiantes leurs forces, leur capacité à lire un texte littéraire de façon autonome, subjective et sensible tout autant que critique, en me retirant le plus possible de la relation que ces dernières développent avec l'œuvre, ou plutôt en rejetant le plus possible mon rôle de maître pour reconnaître mon rôle d'égal dans la lecture. Une autre question se posait, quel corpus choisir pour diminuer la distance entre les élèves et le texte sans sacrifier la richesse de la lecture des interprétations possibles, sans passer par l'explication obligatoire ou sans imposer mes pistes de lecture. Après discussion avec mes collègues qui m'ont suggéré quelques titres, j'ai choisi 5 nouvelles à partir des critères suivants. Donc, que ce soit des nouvelles qui étaient courtes, qui pouvaient être lues en classe si c'était nécessaire, qui proposaient plusieurs lectures ou plusieurs interprétations possibles, qui faisait état, si on peut dire, d'une recherche esthétique qui me semblait proche de la réalité des étudiantes et des étudiants, qui correspondait donc à leurs forces identifiées précédemment et qui me permettait de proposer des activités qui mettaient de l'avant de la créativité. Bon, c'est un hasard, mais ce sont toutes des nouvelles d'autrices contemporaines qui ont été sélectionnées. Donc, Stéphanie Clermont, Heather O'Neill, Valérie Bas et Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, on en avait 2 de Heather O'Neill pour ces 5 nouvelles-là. Dans ces nouvelles, les personnages principaux vivent la discrimination, des transitions importantes, des incertitudes, de l'anxiété. Si aucune culture commune ne peut être transmise avec ces nouvelles, je pense pouvoir compter sur l'universalité des sentiments décrits, sur cette jeunesse qui est mise en mots par les autrices sélectionnées pour rejoindre les étudiants. Quant aux activités proposées, elles étaient les suivantes. Pour chaque nouvelle étudiée, une forme de lecture était proposée. Donc, pour une nouvelle, c'était une lecture plus émotive. Pour une autre, une mise en évidence des biais de lecture. Une autre qui permettait de juger les personnages à propos de nos valeurs. Donc, vous voyez un petit peu le type de lecture qui était proposé. Des exercices de création, lettres, pastiches, ajouts au texte. Et pour chaque nouvelle, un peu de vocabulaire lié à l'analyse littéraire, puis des questions de discussion qui voulaient, sans trop le dire, mener à l'analyse littéraire telle que pratiquée à Marie-Victorin. Viennent ensuite les essais. Donc, cette partie-là a été faite à l'hiver dernier. Cet automne, j'ai un groupe de 5 généreuses collègues qui ont accepté de tester ces activités-là dans leur classe. Ça devait se dérouler dans le premier tiers de la session. Donc, ça se voulait un accueil pour les étudiants pour leur permettre, en fait, de s'acclimater, disons, au cours de 101. J'ai utilisé les activités aussi, mais mes étudiants, moi, n'ont pas été sondés. Donc, ça a été fait de façon plus informelle, les échanges avec eux. Le choix des textes et des activités a eu, du moins selon les profs qui les ont enseignés, un véritable effet sur le sentiment de compétence des étudiants. Ces derniers avaient l'impression de mieux comprendre les textes à l'étude. Je pense que je peux le confirmer avec mon expérience personnelle. Sauf que donc, ce sentiment de compétence a fondu comme neige au soleil lorsqu'on s'est lancé dans les Alexandrins de Chimène et de Rodrigue.
Donc, j'ai eu beaucoup plus de récriminations que d'habitude par rapport à cette lecture du CID, mais je crois malgré tout que si j'ai eu plus de récriminations, c'est peut-être aussi parce qu'ils avaient plus de confiance. Donc, je le lis comme ça. J'aime bien le voir de cette façon. Naturellement, ce n'est pas parfait l'expérience. Mes collègues ont relevé, entre autres, la difficulté qu'elles ont sentie à rattacher les différentes activités au but du cours, qui est l'analyse littéraire. Donc, c'est sûr que ce bout-là, personnellement, quand je le fais, je fais ce genre d'activité-là depuis longtemps, je le vois, mais c'est peut-être pas aussi évident que je le crois de rattacher à l'analyse littéraire. Et puis, l'autre chose que je peux dire aussi, c'est que malheureusement, les résultats chez les étudiants sont plus difficiles à mesurer. C'est sûr que ça ne se solde pas par un taux de réussite miraculeusement augmenté, mais je me risque quand même à vous partager quelques résultats. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les étudiants qui ont fait les activités proposées, ceux qui participaient au groupe des 5, qui étaient dans les groupes des 5 collègues, et ceux que je vais appeler le groupe A, et ceux des autres classes que je vais appeler le groupe B? Bien, pour le moment, c'est un peu difficile de le clamer. Donc, je vais devoir pousser les analyses un peu plus loin. Je vais avoir besoin de notre analyste au cégep pour pouvoir le faire vraiment mieux. Mais selon ce que j'ai pu conclure jusqu'à maintenant, on peut relever quand même quelques différences. Par rapport à la lecture, il semble que les élèves du groupe A ont mentionné dans une proportion un peu plus grande sentir qu'il leur était possible de faire une lecture personnelle des textes proposés, d'avoir droit à leur vision des choses. Donc, 35 pour le groupe A contre 19 pour le groupe B. C'est quand même, je crois, une différence. Il semble aussi que le corpus choisi a un effet bénéfique sur l'engagement, puisque 57 des élèves du groupe A ont dit se sentir interpellés par les textes, avoir envie d'y réfléchir ou d'en discuter, alors que c'était plus 31 pour le groupe B. Je vous épargne toute la proportion méthodologique parce qu'elle est pleine de failles. je vous le dis, mais bon, ça pourra servir de piste pour d'autres recherches par la suite. Puis un dernier résultat que j'aimerais partager, quand on a commencé à préparer la journée d'aujourd'hui, une question a été soulevée qui était entrer en littérature, mais pour aller où? Qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on est entré en littérature? Puis, de mon côté, inspirée par Annie Rouxel, j'ai demandé à différents moments puis à différents groupes quelles étaient, selon eux, les finalités de la lecture des textes littéraires proposés en classe. Puis, donc, Annie Rouxel posait 4 réponses, disons, 4 finalités à la lecture qui étaient comprendre un texte, apprendre à mieux lire, découvrir sa personnalité et mieux comprendre le monde et les relations humaines. Puis, j'ai ajouté améliorer sa maîtrise de la langue. Donc, pourquoi est-ce qu'on lit un texte littéraire en classe? Puis, à l'hiver 2022, j'ai demandé à mes collègues profs de 601, là, pas seulement le cours de 101, ce qu'ils et elles croient que leurs étudiants attendent de la lecture des œuvres littéraires. Puis la réponse, c'était comprendre un texte. Je suis un peu ratoureuse, je leur ai demandé, mais vous, les profs, qu'est-ce que vous voudriez que les étudiants tirent de la lecture d'œuvres littéraires? Puis cette fois-ci, la réponse a été mieux comprendre le monde et les relations humaines. J'ai posé la même question aux étudiants à leur entrée, donc juste avant la première semaine de classe, donc ceux qui étaient inscrits en 101. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de la lecture d'œuvres littéraires? Et la réponse a été améliorer la maîtrise de la langue. Donc, on n'est pas tout à fait au même point. Puis, un peu après la mi-session, j'ai reposé la question aux élèves de 101, qu'ils soient dans le groupe A ou le groupe B. L'échantillon n'est pas le même, mais quand même, là, amusons-nous. Aujourd'hui, et puis, ce qu'ils ont répondu, eux, ben, c'est comprendre un texte. Donc, il y a quand même une différence entre la réponse de la semaine 1 et la semaine 8. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? Bien, vous voyez que je suis une personne optimiste et naïve. Et je me dis que les premières semaines du cégep ont permis de voir la littérature autrement. Peut-être pas tout à fait comme les profs aimeraient qu'on la voie, mais pas non plus comme un simple outil. Donc, je me dis que c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. Puis, bien, vous le voyez, il va falloir continuer à réfléchir à tout ça. Mais là, pour le moment, je vais laisser la parole à mes collègues pour la suite. Donc, je vais commencer par Catherine Ladouceur, qui est en ligne. Alors, Catherine, qui a un baccalauréat et une maîtrise en études littéraires de l'Université de Sherbrooke et qui a fait aussi le microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial.
Catherine enseigne au Cégep de Sherbrooke depuis près de 20 ans, en formation générale et dans le programme d'art, lettres et communication, et qui est membre du jury Pierre Vadeboncoeur, qui récompense chaque année un essai québécois marquant. Catherine Ladouceur va présenter son expérience qui est intitulée « Forme brève et corpus contemporain ». En fait, moi, je vous dis tout de suite, on n'a pas beaucoup de temps, hein. On nous a donné 5 à 10 minutes pour présenter chacune des personnes sur la table ronde, donc je vais tourner beaucoup de coins ronds. Mais ce sera tout simple, en fait. Moi, je ne présente pas un projet en tant que tel parce que Marie-Claude, qui est sur le comité organisateur de la journée d'aujourd'hui, m'a demandé de simplement venir présenter notre situation à nous au Cégep de Sherbrooke ici, qui est celle qu'on a un découpage de notre séquence de cours en formation générale qui n'est pas comme, je ne dirais pas tous, mais comme la plupart ou comme plusieurs cégeps dans le Québec fondés sur une approche chronologique de l'histoire, mais bien sur un découpage par genre. Un peu comme on a parlé tout à l'heure, en ont parlé les deux filles Audrey et Camille, comme ça se passe sur la Côte-Nord. Alors, c'est simplement ça que je vais vous présenter. Vous allez voir que ça va se faire assez rapidement. Cependant, je vous dirais en guise de sorte de parenthèse, s'il y a quelque chose que je retiens de ce qu'on discute aujourd'hui depuis ce matin, tout le monde ensemble, c'est très certainement que comme prof de littérature au collégial, on trouve donc qu'on enseigne beaucoup trop l'analyse littéraire et jamais assez la littérature. Je trouve que c'est quelque chose qui ressort beaucoup de nos propos et vous allez voir que plus ça change, plus c'est pareil parce que c'est les questions qu'on se pose depuis très, très longtemps. Je vais commencer simplement en vous faisant un tout petit historique de comment nous, on en est venu au Cégep de Sherbrooke à la séquence qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire avec un découpage par genre. Et cette situation-là est venue en fait dans l'histoire d'un projet de recherche. Ce n'est pas uniquement ça, mais ce qui a contribué, entre autres, un projet de recherche qui a été fait par un groupe de quelques profs entre 2006 et 2008, donc il y a presque 15 ans, où on avait exactement les mêmes préoccupations que celles qu'on a aujourd'hui et dont on discute aujourd'hui, à savoir le cours 101 est un cours, on disait à l'époque un cours écueil, mais là, il paraît qu'on n'a plus le droit de dire ça, c'est plus bien beau, il faut dire un cours défi. Mais dans ce temps-là, on disait un cours écueil et on essayait de voir, comme petit groupe de profs, Colin Debin, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les causes de cette difficulté-là en 101? Parce qu'il y avait quand même des taux de réussite significativement plus bas qu'avec le 102 et le 103. Et une fois qu'on a trouvé les causes, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Alors, avant de passer les autres étapes d'historique, vous allez voir si ce n'est pas très long, je vais quand même vous donner quelques pistes de ce projet de recherche-là, sur vous dire un peu à quoi il ressemblait. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qui a été discuté aujourd'hui. Donc, déjà en 2006, on avait les mêmes préoccupations. On a cherché à répondre aux mêmes questions. Quelles sont les causes du faible taux de réussite? Quelles sont les pratiques qu'on pourrait mettre en place pour essayer de changer la donne? C'est un projet qui s'est fait en 3 axes. Je vous épargne les détails, mais celui qui nous intéresse ici, c'est l'axe 2 de ce projet de recherche-là qu'on appelle projet 101, qui était notre objectif était de consolider les connaissances essentielles nécessaires à l'acquisition de la compétence générale du 101, qui était analyser, et qui est toujours, analyser des textes littéraires. On trouvait à cette époque-là que notre 101 au Cégep de Sherbrooke était très touffu, qu'on essayait de tout faire dans ce cours-là, de l'histoire littéraire, des courants, des genres, voir les genres, voir l'analyse, voir la rédaction, la qualité de la langue. Puis on trouvait que ça débordait, donc on se disait comment faire pour faire du ménage et se centrer réellement sur la compétence centrale. Donc, notre volonté était celle-là. Une des stratégies qu'on a mises en place dans le projet, il y en a eu beaucoup, quelques-unes, mais une des stratégies, à tout le moins, était de travailler un corpus francophone contemporain, ce que certaines ont nommé avant moi. Vous allez voir, hein, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire aujourd'hui qui répètent en fait ce que les autres ont dit avant moi. À ce moment-là, donc en 2007-2008, on avait une approche qui était Moyen-Âge à 1850 dans le cours d'écriture et littérature. On a eu l'autorisation de pervertir ça, de changer ça pour le projet, pour aller voir si ça faisait une différence, d'entrer par le texte plus contemporain pour le premier cours au Cégep. Donc, à ce moment-là, on s'est arrêté à 80 à aujourd'hui, mais évidemment, là, tout ça était discutable. C'était un choix qu'on avait fait à ce moment-là. Et quand même, les résultats du projet 101, bien qu'il y avait plus que cette stratégie-là dans le projet, ont été hautement vraiment significatifs, c'est-à-dire qu'on a eu une hausse des taux de réussite
parlante, vraiment réelle, et une impression positive à la fois des enseignants et des étudiants sur le plan qualitatif et de la qualité et de l'impression de qualité et d'engagement que les élèves et les enseignants ont eu dans ce projet-là. Bref, je ne vais pas plus loin là-dessus. C'est juste pour vous montrer comment ça fait longtemps qu'on se pose ces questions-là, hein, puis qu'on y réfléchit comme enseignant, enseignante en littérature. Et en 2006-2008, ben, ça nous a amené, nous, au Cégep de Sherbrooke, à réfléchir un peu à tout ça. On a mis ça dans la marmite là, de notre département, puis on a jonglé avec ces idées-là. Rappelez-vous aussi qu'on était à cette époque-là dans une très grande discussion littéraire, sociale, je ne dirais pas tout le monde dans la société, mais à tout le moins les profs de littérature, entre le choc du moderne et des classiques. Donc, continuer à enseigner les classiques ou à entrer par une approche plus contemporaine, c'était vraiment dans l'air du temps. Et ça fait partie de nos discussions à nous aussi à Sherbrooke. Est arrivé en 2009 de nouveaux devis ministériels en 601. Donc, ça nous a poussé dans notre réflexion à dire, OK, on a une belle porte qui s'ouvre devant nous pour voir si on veut changer les affaires, qu'est-ce qu'on change? Est-ce qu'on change? Est-ce que, on fait les choses autrement? Ce qui a fait qu'en 2009-2010, on a eu une vaste réflexion en département sur le découpage de la séquence, entre autres, et sur le reste du contenu des plans cadres, bien entendu, ce qui nous a amené, à partir de 2010-2011, donc à mettre en place une nouvelle séquence des 4 cours de formation générale qui était une séquence par genre littéraire plutôt que par chronologie. Alors, je vous présente rapidement cette séquence-là. Comprenez que cette séquence-là fait en sorte que dans les 4 cours de formation générale au Cégep de Sherbrooke, on peut aborder des œuvres des origines à nos jours. On ne s'est pas ici, juste à noter, là, on ne s'est pas arrêté sur qu'est-ce que c'est que le contemporain, comme dans le projet 101, là, où nous, on disait 1980 à aujourd'hui. On n'a pas fait ce découpage-là. On ne s'est pas arrêté non plus sur la notion de contemporanéité. Qu'est-ce que c'est exactement? À partir de quand ça commence? Bon, évidemment, on a gardé là, une sorte de façon de voir les choses qui repose sur une approche un peu par courant littéraire. Là, les époques se découpent avec les courants littéraires. Bref, des origines à nos jours dans les 4 cours, mais on a limité des genres littéraires à chacun des cours. En 101, poésie et genre narratif bref sont les genres à l'étude. Il y a des divisions là, que je pourrais vous donner plus tard si ça vous intéresse là, sur la littérature québécoise, littérature francophone uniquement, francophone hors Québec, bon, etc., qui évitent qu'on se pile sur les pieds là, entre un cours et l'autre sur les œuvres à l'étude. Donc, 101, poésie et genre narratif bref. En 102, on travaille le théâtre et le genre narratif long, c'est-à-dire le roman essentiellement. En 103, tous les genres sont prescrits, sont possibles, sauf le narratif bref qu'on a déjà vu en québécois en 101. Mais évidemment dans un corpus québécois. Et en 104, qui pour nous à Sherbrooke est un cours de langue communication, ce qui n'est pas le cas partout, là, dans tous les cégeps, mais pour nous, il est langue communication. Et on y a inséré l'essai qu'on trouve qui colle bien avec le propos de ce cours-là. Les impacts qu'on y a vus en 101, ben là, je vous l'ai dit au début, hein, ce dont je vous parle, ce n'est pas un projet de recherche réel avec questionnaire, études d'impact auprès des profs, des étudiants et tout ça. Alors, je vous parle de mes impressions impressionnistes, là, on va dire ça comme ça, et évidemment de la pratique et des discussions avec les profs autour de nous. Et je vous donne un peu, je le dis avec des guillemets, la vibe qu'on a par rapport à cette séquence-là, qu'on utilise depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui est la nôtre. Ben, en 101, évidemment, j'ai jeté un survol rapide sur les taux de réussite depuis qu'on a changé la séquence et sans affirmer que ça a un impact formidable, je peux à tout le moins dire que ça n'a pas d'impact négatif. Alors, ça n'a pas fait diminuer d'aucune manière nos taux de réussite. On a un bon maintien des taux de réussite en 101. Par ailleurs, je vous nomme quelques éléments, quelques impacts qui ont été nommés par d'autres professeurs avant moi dans la journée. Évidemment, l'entrée par autre chose qu'une approche historique, donc par des textes plus courts, hein, c'est ça qui est imposé en 101, poésie et genre narratif bref, permet d'une part, une plus grande liberté de choix pour les enseignants dans le choix du corpus, une distance historique qui est moins grande aussi pour les étudiants, ça a été nommé avant moi, plus d'autonomie dans l'acte de lecture et de compréhension de texte aussi, parce que bien sûr, les étudiants et les étudiantes sont capables d'entrer d'eux-mêmes plus facilement dans les textes avec, disons, un peu moins d'accompagnement que quand on aborde des textes historiques qui ressemblent moins à ce qu'ils ont lu jusqu'à maintenant.
je tourne les coins ronds, là, mais disons ça comme ça, et un intérêt des étudiants qui est plus grand pour le fait littéraire parce que ce fait littéraire-là est plus accessible, donc on peut supposer qu'il est plus important. Mais j'ajoute deux impacts qui, avec le temps, nous apparaissent importants quand même relativement à ce découpage-là de notre séquence. D'abord, c'est qu'on sent qu'il y a clairement une plus grande cohérence générale de la séquence, dans la mesure où en 101, on travaille le texte pour lui-même, fond, forme, comment il est construit, qu'est-ce que c'est un texte littéraire, et on a élagué, on a enlevé tout ce qui est histoire littéraire, comme ça a été fait ailleurs. Mais dans l'approche historique, on n'a comme pas le choix de faire de l'histoire littéraire. Donc, en ayant une approche par genre, ça nous permet vraiment de nous concentrer sur le texte. En 102, là, on entre dans l'histoire littéraire parce qu'on aborde la question des courants et du texte dans son contexte. Et en 103, on réactualise ces compétences-là qui ont été apprises en 101 et en 102 dans un contexte spécifique. Donc, il y a comme une logique, une cohérence qui nous apparaît vraiment claire là, avec le temps et la pratique. Et l'autre impact majeur, c'est certainement que d'avoir un découpage des origines à nos jours dans tous les cours, ça permet évidemment d'avoir un corpus qui est plus diversifié parce que bien qu'on n'exclue aucunement l'enseignement des classiques, on ne va pas se mentir, là, le canon littéraire il est quand même basé de façon générale sur une vision qui est profondément colonialiste et misogyne. Alors, les textes de la diversité, les textes des femmes, ils sont très peu présents dans les débuts de l'histoire. Alors, le fait d'avoir un découpage qui permet d'accéder à des textes un peu plus contemporains dans tous les cours, permet aussi une plus grande diversité du corpus, très certainement. Et c'est vrai pour le 101, mais c'est vrai aussi pour tous les autres cours de la séquence. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. On va faire vraiment le tour des présentations d'abord. Alors, c'est maintenant le tour de Agnès Tem, qui s'intéresse particulièrement aux enjeux liés aux minorités culturelles et aux premiers peuples. Alors, elle est détentrice d'une maîtrise en études littéraires de l'UQAM et dans laquelle elle a étudié, entre autres, l'œuvre Rue de Kim Thuy. Elle a aussi terminé un programme court de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur et son expérience au collégial l'a menée jusqu'à Bécomo, donc elle avait des collègues juste avant, pour revenir à Montréal et partager son temps entre le nord et le sud du Québec. Ces récentes recherches s'inscrivent dans une volonté de repenser le corpus littéraire québécois au sein du cours de littérature québécoise. Elle-même issue de l'immigration, elle s'interroge sur la place des minorités au Québec et elle va nous partager aujourd'hui sa réflexion intitulée « Repenser le corpus littéraire québécois au temps de la diversité ». Alors, je te laisse la parole. Je vais vous présenter brièvement, en fait, un projet que je mène de manière assez, j'aime dire personnelle, parce que vous allez le comprendre assez rapidement. Vous le voyez probablement, je suis une jeune prof qui vit encore de la précarité au quotidien et ça m'empêche beaucoup de choses en termes de recherche, mais ce sera pour une autre fois. Donc voilà, je vous ai préparé aussi un petit PowerPoint, question de ne pas juste voir ma grosse face pendant 10 minutes. Alors voilà, j'ai changé déjà un peu le titre de ma présentation, c'est-à-dire que vous aviez repensé le corpus littéraire québécois au temps de la diversité, mais au fil de mes réflexions dans les derniers mois et dans les dernières semaines, je préfère parler des diversités parce qu'on en a bien conscience, la diversité, c'est aussi une multitude des possibles, dont des diversités. Pour ceux et celles qui m'ont vu peut-être à l'AQPC l'été dernier, vous allez voir qu'il y a quelques diapositives, c'est un peu ça risque peut-être d'être des redites, mais c'est un processus qui prend du temps, c'est un processus que je mène depuis quelques années, donc c'est un processus que je mène tranquillement, mais sûrement. J'aimerais commencer avec, vous connaissez Martin Nicoune, avec Speak What, un petit passage qui m'interpelle particulièrement et je vous expliquerai pourquoi. Imposez-nous votre langue, nous vous raconterons la guerre, la torture et la misère. Nous irons notre trépas avec vos mots pour que vous ne mouriez pas et vous parlerons avec notre verbe bâtard et accent fêlé du Cambodge et du Salvador, du Chili et de la Roumanie, de la Molise et du Péloponnèse jusqu'à notre dernier regard. C'est la première fois, je pense, que je lisais le Cambodge dans un texte écrit au Québec. Que c'est une œuvre qui m'a particulièrement marqué. C'est très personnel aussi comme raison, mais ça, c'est un passage que j'aime beaucoup lire avec mes étudiants. À Maisonneuve, on a une clientèle étudiante qui est de multiculturelle. On est comparativement à, j'ai commencé ma carrière à Bécomo, c'était très homogène plus.
J'ai vécu les deux mondes, j'aime dire. Joséphine Bacon, elle a dit en 2009 dans Bâton un message, je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Je parle un peu de la prémisse qu'il y a de ces histoires qu'on ne raconte pas. C'est Catherine qui mentionnait plutôt que ben, ces espèces de canons littéraires-là me mettent de côté plusieurs groupes, notamment les diversités, les premiers peuples, tout groupe marginalisé. Et c'est un peu dans ce souci de repenser le corpus québécois au sens même de littérature québécoise traditionnelle que depuis quelques sessions, quelques années, je mène ce projet-là, dont un petit plan, parce que sinon, je vais radoter pendant 20 minutes. Je vais d'abord me présenter brièvement. Ensuite, je vais vous parler des prémices du projet, les grandes lignes, les résultats qui sont très informels et qu'est-ce que j'envisage pour la suite de ce projet. Donc, premièrement, ben, une brève présentation de moi. En fait, pour faciliter les échanges, vous pouvez juste m'appeler Naï par la suite parce que la première partie de mon prénom, je l'utilise jamais. C'est imprononçable, puis que j'évite, je soulage tout le monde en me disant juste Naï. Vous avez vu, je suis professeure de littérature à Maisonneuve. Maintenant, mais j'étais aussi une étudiante médiocre. J'ai été une des pires étudiantes que vous pouviez avoir dans vos cours de littérature ou à l'université. Et ça, en fait, ça m'a permis de repenser mon approche à l'enseignement aussi, ma posture même de professeur. Je suis enfant de survivante du génocide des Khmers rouges. Pour ceux et celles qui le savent, le génocide de Pol Pot a décimé environ le quart de la population cambodgienne. Tous les intellectuels, tous ceux qui avaient un minimum de culture se sont fait tuer. Donc, on parle ici d'une civilisation où on a tenté d'exterminer la culture, littéralement. Ma vie au Québec, plus précisément à Montréal, a été marquée par l'expérience d'exil de mes parents parce qu'ils ont vécu le génocide, ils ont vécu les camps de réfugiés, ils sont venus 5 ans après. Moi, je suis née, je suis allée à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, qui est dans le quartier Saint-Michel, très défavorisé, à Montréal. Je suis allée au collège de Maisonneuve, j'ai fait l'Université du Québec à Montréal, je fais des cours d'Inou à l'Université de Montréal, j'ai fait aussi un DESS à l'Université de Sherbrooke pour performant. Mais tout ça, c'est pour dire que le contact avec la littérature, la culture, je l'ai eu quand même assez sur le tard parce que vous comprenez qu'à cause de l'expérience de mes parents, je ne baignais pas dans la culture à la maison. En fait, eux, ils se sont fait dire pendant des années que parler de culture, ça, c'est risquer sa vie, en fait. Fait que là, tout ce qui était culturel ne rentrait pas dans la maison. Donc, moi, j'ai eu des contacts que j'aime dire absents avec la littérature, mais aussi la culture québécoise. C'est vraiment sur le tard que j'ai commencé à me familiariser avec tout ce qu'on pourrait nommer culture québécoise. Ça a fait en sorte que j'ai toujours ressenti un certain malaise avec la littérature que je pourrais dire nationale. Et ça s'appuie aussi dans ma propre expérience d'étudiante. La littérature, pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était un lieu de fuite, un lieu de réflexion aussi, et éventuellement, on en parlera, je pense, pendant la table ronde. Mais ça a aussi fait en sorte que pendant longtemps, j'ai eu cette posture un peu d'imposteur, c'est-à-dire qui suis-je pour enseigner des cours de littérature? Parce qu'à Maisonneuve, en fait, le premier cours, le 101, est un cours de littérature des origines à 2000. Donc, qui suis-je, moi, québécoise d'origine cambodgienne, qui ne se reconnaît pas nécessairement complètement dans la littérature québécoise pour enseigner cette culture, cette littérature comme étant nationale? Et vous voyez ici le dilemme identitaire que je vis. Donc, ça m'a amené à penser quoi enseigner et comment. Les grandes lignes du projet, je vais passer rapidement, c'est-à-dire que je pars de la prémisse, je suis partie de la prémisse que les étudiants et les étudiantes, ils et elles étaient comme moi au cégep. Donc, ça me donnait un bon défi dès le départ. J'ai choisi, en fait, des œuvres qui reflètent les diversités. Pour le moment, c'est surtout ethnoculturel. Éventuellement, j'aimerais aussi réfléchir à tous les types de diversité, mais là, je me concentre surtout sur les minorités culturelles. Et j'ai choisi des œuvres des premiers peuples. Des activités d'apprentissage que je vais mettre de l'avant, que je décide de faire, mettre de l'avant l'étudiant et les étudiantes, pardon, pour la fille. C'est l'idée de puiser dans le concept motivationnel de l'intérêt, c'est-à-dire de puiser dans un intérêt ou d'aller chercher, d'aller stimuler un intérêt qu'ils et elles ont déjà pour, vous voyez, cette première porte d'entrée dans la littérature qui parfois peut sembler inaccessible, mais là, on va aller plutôt puiser dans, voici ce qui m'intéresse, quel lien je peux faire maintenant avec tout le reste de mon cours aussi. Je me vois plus dans une posture d'accompagnement plutôt que de maître ou pas nécessairement dans une posture hiérarchique. Ah, j'avais oublié que j'avais ça là. Donc, rapidement, je vais favoriser une approche critique
de la littérature québécoise. Ça, je l'ai déjà dit. Je privilégie les écrits des minorités culturelles et des premiers peuples. Habituellement, je fais 3 séquences d'apprentissage dans mes cours. Je cherche à décentrer le point de vue réflexif dans une idée de décoloniser les cours. Je cherche à replacer les étudiantes au cœur des œuvres. Et pour ça, ben, je vais aussi donner une certaine contrôlabilité. Là, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais parfois, lorsque c'est possible, je laisse choisir les œuvres, je laisse choisir les sujets des analyses littéraires, je laisse choisir les textes pour l'analyse de thèmes. Je vais faire des cours où ce sont des exercices au choix selon les besoins des étudiants. Fait que c'est plusieurs exercices différents. Il va y avoir tout ce qui est contenu rédactionnel. J'essaie de le faire de cette façon-là. Faut pas que ce soit justement, plusieurs l'avaient mentionné aujourd'hui, c'est-à-dire que les étudiants ne sont pas au même niveau, fait que ça peut être redondant pour quelqu'un qui sait reconnaître une figure de style, alors que ça peut être très aidant pour quelqu'un qui a besoin de revisiter le tout. Voici quelques exemples de textes que j'ai déjà fait lire. Ce que je fais lire dernièrement, c'est Marcosi Patsouk, Le chasseur au harpon. Plutôt que de faire lire, par exemple, Agagut, on va faire lire le premier roman écrit par un Inuk. On va faire lire Je suis une maudite sauvagesse à Nathalie Capèche. On va faire lire les lettres chinoises pour faire comprendre l'expérience d'immigration à travers quelqu'un qui l'a vécu. On va faire lire Marco Meko, Le figuier enchanté, à peu près la même chose. Kim Tui-Ru, mais là, on sort un peu du 2000, on est plus dans le contemporain. Samian avec ses textes poétiques, La danse du figuier, Coué, je te salue, qui est une discussion justement entre une Inou, Natacha Kanawé-Fontaine, et un alloctone. Ensuite, dernièrement, lors des mélèzes de Carole Labarre, Inou de la Côte-Nord, Caroline Dawson, Là où je me terre, vous voyez, je suis pas obligée de faire lire les grands classiques, les textes traditionnels québécois pour faire comprendre ce que je veux faire comprendre aux étudiants. Moi, c'est ça ma prémisse un peu de mon projet. Les résultats, les résultats sont très peu scientifiques, hein, je vous le dis tout de suite. Mais moi, je fais ça un engagement différent, des échanges qui vont être riches et vifs parce que faire lire Je suis une maudite sauvagesse, ça fait en sorte que les étudiants du Collège de Maisonneuve, ils vont se reconnaître dans les discriminations qu'ont vécues et que vivent encore les Autochtones. On va puiser dans cette expérience-là, ils vont avoir des discussions sur la question du racisme, la question du racisme systémique, sur comment cette histoire coloniale aussi, on revisite aussi, on décolonise en fait le cours. Les rédactions habituellement vont refléter une compréhension profonde des enjeux abordés parce que, comme Camille le disait tantôt, c'est lire moins, mais lire mieux. Alors, je vais me concentrer sur les textes. Évidemment, il va y avoir une espèce de thématique qui traverse tout le cours, mais je vais prendre le temps. Par exemple, je divise le cours en 3 séquences d'apprentissage. Chaque séquence a une thématique et là, on fouille, on creuse, on approfondit. J'aime dire que le taux d'échec est faible, mais j'ai aucune donnée. C'est vraiment du ressenti. Comparativement peut-être à la première fois, j'ai donné le cours de 101 en début de carrière, c'est-à-dire en 2017, mais peut-être que j'étais juste très poche en début de carrière et que je me suis améliorée. Mais j'aime dire que je trouve que les étudiants comprennent mieux, que le contenu rédactionnel, il est compris autrement, plutôt que d'avoir un cours sur l'introduction et de faire des exercices à en vomir, là, on va le faire autrement, on va explorer le contexte socio-historique et là, qu'est-ce qui serait intéressant pour faire une introduction? On fait du transfert de cette façon-là. Et je m'intéresse toujours à comment les étudiants et les étudiants ont perçu le cours à la fin. De manière très générale, je dirais que les commentaires sont positifs. Donc, ça, c'est une bonne chose pour moi. Qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi la suite de tout ça? Je vais continuer à travailler mes évaluations. D'abord, premièrement, je ne l'ai pas écrit, mais arrêter d'être précaire, ça serait une bonne chose. Parce que je vais pouvoir continuer à travailler de manière plus sérieuse sans avoir à vous connaissez, en la précarité, on apprend son travail ou pas, ou j'attrape un remplacement. Fait que c'est difficile de bien travailler le cours de cette façon-là. J'aimerais intégrer une portion plus importante de création, mais avec les interventions d'aujourd'hui, ça me donne des idées. Merci d'ailleurs. J'aimerais renouer éventuellement les œuvres québécoises plus traditionnelles parce qu'en même temps, ça part d'un malaise qui m'habite, moi. Fait que c'est quelque chose qu'il faut que je réussisse à dénouer. Et vous écouter aujourd'hui, ça m'aide un peu à peut-être voir la notion de classique autrement. Et évidemment, éventuellement, mais ça, je pense qu'on cherche tous à le faire, définir ce que serait la littérature québécoise. Donc, mon mot de la fin, j'aime dire que c'est une démarche personnelle qui s'inscrit dans ma propre réflexion d'enseignement et ma posture de professeur. C'est une démarche à laquelle je travaille constamment. Et voilà, je vous remercie. Si jamais vous voulez me contacter, voici mon courriel, mais de toute manière, je rendrai disponible mon PowerPoint pour ceux et celles qui s'intéressent, même s'il n'y a pas grand-chose dedans.
Je vais terminer, oui, avec Joséphine Bacon encore, dans Je sais que tu sais, qui dit: Tu ne sais pas mes légendes, tu ne connais pas mon histoire, n'attends pas que je me fâche, telle une tournable, n'attends pas que je me libère de mes chaînes. Et que voilà, j'avais une dernière citation de Anne-Anthony Capetch, mais elle est un peu longue, fait que je vous la laisserai lire si jamais vous consultez le PowerPoint par la suite. Mais voilà, j'aimerais finir avec Joséphine Bacon c'est de réitérer l'importance de faire lire les histoires qui sont autres, de faire lire les histoires dont on n'a pas entendu parler, de faire lire les histoires que moi, j'ai jamais entendues tout au long de mon parcours scolaire. Ces histoires qui existent, mais dont on ne parle pas. Fait que c'est un peu ça. C'est ça l'idée de repenser le corpus. Je le fais pour la littérature québécoise parce qu'en 101 à Maisonneuve, c'est ça. Éventuellement, j'ai aussi pour objectif de le faire pour la littérature française, mais c'est une autre perte de manche. Voilà, merci. Alors, on va poursuivre maintenant avec Marilyn Brault, qui enseigne le français et la littérature au Collège Lionel Groux depuis 2007. Marilyn s'intéresse particulièrement aux enjeux liés à l'enseignement de la lecture littéraire. En 2008, elle a co-dirigé un ouvrage intitulé Formation des lecteurs, formation de l'imaginaire. Depuis quelques années, elle se penche sur les difficultés d'apprentissage en français et collabore à différents projets de réussite et elle est actuellement co-chercheure sur le projet Transition réussie vers les études supérieures. Marilyn est chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Elle enseigne également la didactique de la littérature aux étudiants du baccalauréat en enseignement du français au secondaire. Et puis, elle va nous exposer aujourd'hui le projet de jumeler les cours de 101 et de renforcement en français qui a lieu au Collège Lionel Groux depuis plusieurs années. Alors, bonjour à tous. Et puis, moi, je pourrais vous parler du jumelé vraiment longuement. Là. C'est un cours que j'adore. Heureusement, parce qu'il y a certains professeurs qui boudent un peu cette formule. Je vais m'en tenir à des généralités, bien entendu, là, puisqu'on a très peu de temps. Et je vais aussi vous parler plutôt de mon expérience personnelle, la façon dont j'aborde ce cours-là. Quoique, tu sais, même si toutes ces réflexions-là ont été partagées avec de nombreux collègues qui m'ont inspirée, ce n'est pas vraiment la position départementale. Le jumelé, je ne sais pas si vous connaissez bien la formule, mais c'est un cours qui consiste à offrir donc le 101, le premier cours de la formation générale, en même temps que le cours de renforcement en français écrit. Donc, une belle façon d'envisager la langue comme une porte d'entrée en littérature. 7 périodes par semaine, donc un temps béni pour mettre en pratique toutes les belles propositions pédagogiques, didactiques qu'on a entendues aujourd'hui. Ce cours-là, il s'adresse essentiellement à des étudiants qui présentent toutes sortes de problèmes de difficultés d'apprentissage, des difficultés en lecture, mais essentiellement en écriture, donc qui sont sélectionnés en fonction de leur note du secondaire. En français et la MGS inférieure à 75 pourrait discuter de cette question-là. Pourquoi seulement ces étudiants-là? Puis ça demeure un enjeu, là, évidemment, le classement des étudiants jumelés. Néanmoins, je ne suis pas là pour parler de ça. Moi, comme je le conçois, le jumelé, c'est vraiment là, une formule très souple qui permet de travailler la langue, mais aussi comme d'explorer des initiatives pédagogiques, d'aborder différentes œuvres, peut-être des œuvres plus complexes, plus colossales, on a le temps, ou d'élargir le corpus, d'organiser des activités extrascolaires, de laisser plus de place à la création littéraire, à l'expérience subjective du lecteur. Je travaille beaucoup en tutorat avec les étudiants, me permet de faire un enseignement plus privilégié. À Lionel Groux, on a une belle tradition quand c'est possible. On organise des cabarets littéraires, donc les 8-9 classes de jumelés. En fait, tous les professeurs n'y participent pas toujours, mais on fait un beau projet pédagogique qui mène à une célébration de la littérature, soit un concours de slam, une soirée de contes. Donc, tu sais, c'est vraiment un temps béni qui nous permet de faire des belles activités en ce genre. Donc, le jumelé, ça nécessite quand même de mettre en place un dispositif didactique particulier si on veut être capable de motiver les étudiants pendant 7 périodes par semaine. Parce qu'autrement, là, on peut rapidement les perdre. Mais lorsque le lien, là, on parlait de relations pédagogiques ce matin, lorsqu'il s'opère, c'est magique, puis on peut faire plein de belles choses avec les étudiants.
certains enseignants ont parfois tendance à diviser d'un côté les objectifs prévus en 101 puis ceux en renforcement. On donc de s'asseoir, de plutôt respecter les périodes prévues à l'horaire telles qu'on l'a. Moi, je ne pense pas que c'est la façon de faire, même si ça peut être plus confortable pour certains enseignants parce qu'on ne modifie pas notre plan de cours comme on a l'habitude, on le donne exactement comme on a l'habitude de le faire. Si on veut réellement favoriser le transfert de compétences et puis établir un dialogue entre langue et littérature, il faut vraiment s'assurer de fusionner les deux cours. Nous, ça nous a mené aussi à un nouveau plan cadre qui favorise ces échanges-là. Pour moi, l'enseignement de la langue et de son fonctionnement doit s'effectuer vraiment tout au long des 7 périodes par semaine, en étroite relation toujours avec les exercices de lecture et d'écriture. Un petit peu à mi-chemin, là, si vous voulez, avec la proposition de Marie-Claude et de Lily Marion ce matin. On part vraiment du texte littéraire qu'on lit, qui est le texte fort, et puis on va faire nos exercices de grammaire autour de tout ça. Les explications théoriques du cours de renforcement deviennent aussi, en fait, on va mettre tout ça en pratique avec des exercices de correction, d'autocorrection, de réécriture des textes rédigés en 101. Et ça, c'est grosso modo le portrait global du 101. Je pourrais vous parler de lecture, comment j'aborde la lecture, la culture et tout. Je vais vous parler peut-être un petit peu plus de la langue, de l'écrit. Donc, depuis quelques années, moi, je me suis détournée de l'enseignement traditionnel de la grammaire dans ce cours-là. Parce que je ne voyais pas l'intérêt de répéter ce qui était fait depuis autant d'années au secondaire, au primaire, des notions qui n'ont toujours pas assimilées. Et puis ça détourne aussi de mon objectif qui est de faire vivre une expérience esthétique, littéraire à mes étudiants, de leur développer aussi cette sensibilité à l'égard de toutes les formes de langage. Alors, tranquillement, j'ai commencé à délaisser les leçons de grammaire pour aborder la langue plutôt comme un objet de culture, à comprendre, à découvrir, à aimer. Je continue à mettre à leur disposition toutes sortes d'exercices de grammaire puis des synthèses théoriques, mais je ne prends plus le temps en classe de les enseigner. Cependant, lors des rencontres individuelles, je les invite à aller approfondir certaines notions selon les difficultés qu'on aura ciblées. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait durant ces périodes-là? Essentiellement, on écrit. On écrit toutes sortes de textes qui se rattachent toujours à l'œuvre qu'on étudie. On écrit des textes qui parfois s'éloignent un petit peu de l'analyse littéraire, commentaires composés, compte rendu de lecture, exercices de création. Concrètement, ce que je fais, c'est que je les invite rapidement à poser un regard intime et sensible et esthétique aussi sur les textes qu'ils sont en train d'écrire, comme le même type d'exercice qu'on fait en lecture. Je leur apprends à lire les textes qu'ils écrivent. On sait souvent qu'ils ont des difficultés en lecture, mais c'est la même chose, ils ne sont pas capables de lire leur propre écriture. Pour moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à la formation du sujet lecteur. Mon mémoire de maîtrise portait sur l'esthétique, l'expérience esthétique de la lecture. Alors, j'ai commencé aussi à aborder l'écriture dans cette même optique-là, dans cette même angle-là. Donc, avant de leur demander si leur texte est exempt de fautes, je leur demande s'ils en sont fiers, s'ils le trouvent beau, s'ils le trouvent inspirant. La correction va d'abord commencer peut-être plus par le style. On va commencer à travailler avec l'enchaînement des idées, la musicalité, à déplacer les mots dans la phrase, à trouver des synonymes, à lire à voix haute. J'invite souvent les étudiants à lire le texte de leurs collègues, à corriger le texte des collègues, à relever les incongruités et puis à relever les bons coups aussi. Donc, autant des textes de création que des textes qui sont plus critiques ou analytiques. Et puis, on va comparer leur style d'écriture au style des auteurs qu'on lit. Donc, tranquillement, ils vont comme travailler les compétences de langue et littérature ensemble et puis aussi peut-être se réconcilier, bien sûr, avec le français, avec ce qui était pour eux, là. Parce que quand je leur demande, en général, depuis quand ils éprouvent de la difficulté en français, ils me disent depuis toujours. Depuis toujours, ce sont des gens qui sont profondément blessés par le français et la littérature, donc ils ont une certaine distance. Fait que moi, je prends les premières semaines pour les réconcilier avec la langue, avec la littérature,
toujours en relevant les erreurs, en soulignant leurs fautes, mais sans non plus insister dès le début avec voici ta fréquence d'erreur terrifiante, tu as des années de lumière d'atteindre la compétence. Puis quand on est confiant, tranquillement, cette espèce d'attention-là qu'ils ont à l'égard de leur écriture puis des textes va se transformer, puis ça va, en tout cas, moi j'observe souvent ça là, chez les étudiants, ils vont se mettre à relever eux autres même leurs erreurs, à poser des questions sur l'accord du participe passé, à réfléchir là, au fonctionnement global de leur écriture. C'est comme si, du coup, les leçons qu'ils avaient apprises au secondaire, au primaire, faisaient surface, puis là, ils faisaient du sens. Fait que c'est vraiment ça la question, il faut trouver du sens, autant lorsqu'on lit que lorsqu'on écrit. Puis bon, là, je vous parle essentiellement de l'approche de la langue dans ce cours-là, j'ai le temps de le faire, mais je fonctionne de la même façon lorsqu'on travaille la lecture littéraire et je m'en pratique plusieurs activités qui ont été présentées aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une solution miracle. Je ne peux pas vous dire que mes étudiants font moins de fautes qu'ils en faisaient autrefois, sauf que ça change le regard qu'ils ont à l'égard de leur propre écriture. Il y a un sentiment de fierté aussi qui prend forme. Même chose avec le cabaret littéraire. Hein, on organise un événement festif, tout d'un coup, ils ont eu du plaisir en littérature avec un événement ils sont fiers de leur création qu'ils ont présentée devant le public, qu'ils ont été applaudis. Et qu'on travaille ce sentiment de fierté-là, puis il y a une ouverture qui s'opère tranquillement, puis là, on est capable de rentrer en analyse et de leur faire lire à peu près n'importe quoi. C'est l'approche du jumelé. Sinon, le jumelé, en général, comme je dis, moi, ça fait 8 ans à peu près que j'enseigne presque à chaque année le jumelé. Fait que j'ai développé vraiment des approches diversifiées. Là, j'ai essayé toutes sortes de choses, mais c'est vraiment l'amour, je dirais, qui est importante dans tout ça, puis la relation qu'on va créer avec l'élève, la relation que l'élève va créer avec le texte, il va créer avec la littérature en général, qui va être gage de réussite. Alors, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps ou autre chose, mais je sais que j'ai abandonné mes feuilles. Mais voilà, fait que je pourrais répondre à quelques questions tout à l'heure si vous le souhaitez sur la formule du jumelé. Merci beaucoup. Merci, Marie-Lynne. Alors, on va enchaîner avec la dernière présentation cet après-midi de Geneviève Lemoine, qui est détentrice d'une maîtrise en études littéraires et d'un diplôme de 2e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'UQAM. Geneviève possède présentement des études de 3e cycle en pédagogie à l'Université de Sherbrooke. Depuis 2009, elle enseigne au Collège Montmorency à Laval, où elle a aussi occupé le poste de coordonnatrice du Centre d'aide en français de 2015 à 2018 et la coordination du département de français aussi jusqu'à tout récemment. Elle a eu plusieurs libérations dans son cégep et a donné tous les cours de la séquence, y compris les cours de grammaire. À l'hiver 2023, elle mettra le pied dans l'aventure Inuit puisqu'elle enseignera le cours Lire et analyser des textes à un groupe d'étudiants Nunavimut. Aujourd'hui, elle va faire état de réflexions qui ont mené à repenser la séquence des cours de français et de la formation générale. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais bien dire que c'est mon projet et que c'est moi qui ai fait ça, mais c'était en place bien avant mon arrivée au Cégep Montmorency. En fait, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui se passe, ce qu'il y a présentement comme mesure là, pour aider les étudiants à entrer progressivement de façon plutôt douce là, en littérature à Montmorency. Donc, ça va être assez technique, là. Ça sera pas, je n'irai pas dans le contenu en tant que tel, mais vraiment plus sur ce qui a été mis en place à Montmorency il y a déjà à peu près une vingtaine d'années. En fait, ce qui avait été remarqué à l'époque, c'était le faible niveau de littératie des étudiants au Collège Montmorency, leur difficulté en français écrit. Ça n'a pas beaucoup changé depuis cette époque, mais à l'époque, il y a peut-être une vingtaine d'années, Montmorency est un cégep de 2e, 3e tour. Donc là, ça s'est amélioré un petit peu. On a des étudiants qui sont un petit peu plus forts, mais les lacunes sont quand même assez présentes. Et ce qui avait été fait, le 101, 102, 103, 104, c'était la séquence normale à Montmorency il y a à peu près justement une vingtaine d'années.
Et moi, depuis que j'y enseigne, en fait, le 101, c'est de la littérature des origines jusqu'à 1850, le 102 de 1850 à aujourd'hui, mais principalement en littérature française, le 103, littérature québécoise et le 104, communication. Sauf que ce qu'on a fait à Montmorency, c'est de déplacer le 104 en début de séquence. Et présentement, il s'appelle le ESB, lecture et analyse. Mais il va bientôt changer de nom et de sigle parce qu'il y avait une anomalie là, au niveau de la pondération, ce qui a obligé le collège à revoir le titre. En fait, il va s'appeler sous peu Introduction à la littérature, ce qui correspond pas mal à ce qu'on fait déjà. Donc, il a été déplacé en début de parcours. C'est exactement le 104 qui a été mis en début de parcours avec les mêmes objectifs, la même compétence finale. La seule chose qui n'est pas respectée à Montmorency, c'est en fait l'homogénéité des groupes. Les groupes sont hétérogènes, là, donc il y a pas on ne peut pas vraiment y aller par champ d'études. C'est ce qui différencie un petit peu du 104 normal. Donc, ce sont les mêmes compétences, mais ce sont toujours ces mêmes besoins là, en communication pour poursuivre des études collégiales. La production de différents types de discours est toujours présente aussi et principalement le discours oral là, qui est indissociable de ce cours-là, on le fait toujours en ESB. Donc, c'est ça. Il va bientôt s'appeler Introduction à la littérature. Donc, ce qu'il a de particulier, ce sur quoi on axe un petit peu plus là, à Montmorency, c'est le fait d'introduire progressivement les étudiants à la littérature et aux outils d'analyse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui ne se fait pas ailleurs, mais dans le cours de lecture et analyse présentement, c'est ce sur quoi on travaille le plus. C'est de la littérature contemporaine, 20e, 21e siècle aussi, ce qui fait que les étudiants arrivent un petit peu plus en douceur au collège plutôt que d'arriver avec des textes du Moyen-Âge, ce qu'on voit dans notre 101 séquence actuellement. Et il y a aussi des œuvres au programme là, qui doivent correspondre aux critères de lisibilité. Donc, ça, c'est une première mesure qui a été mise en place il y a à peu près une vingtaine d'années. Puis c'est greffé à ça une seconde mesure qui est en lien avec le ESB toujours. Donc, c'est le cours reprise grammaire, en fait, que je vais vous expliquer dans quelques instants, là, mais qui est comme lié de façon assez étroite au ESB. En fait, le cours reprise grammaire, c'est un cours qui va permettre aux étudiants d'atteindre le ratio minimal d'erreur. Parce qu'en fait, en ESB MO, présentement, le premier cours de la séquence, si le seuil minimal en français écrit n'est pas atteint, on permet aux étudiants, on inscrit les étudiants en cours de reprise grammaire, le ESB ZZ. Okay? Donc, c'est comme si c'était un cours parallèle que l'étudiant pouvait prendre pour pouvoir s'améliorer dans ce qui est le plus problématique là, dans son parcours, qui est le français écrit. Donc, notre cours ESB, il a un double standard, c'est-à-dire que l'étudiant doit réussir la portion contenu, mais doit aussi réussir la portion français écrit. Donc, avec un ratio minimal d'erreur d'une faute aux 28 mots. Donc là, c'est ce qui est un peu moins bien compris par les étudiants. Il faut toujours leur expliquer un petit peu la chose. Mais en fait, on va regarder si les deux compétences sont atteintes. La compétence la compétence au niveau du contenu, mais la compétence aussi au niveau du français écrit. Donc, le ratio minimal, c'est d'une faute aux 28 mots. Là, on remarque qu'il y a quand même une bonne marche là, avec le secondaire, parce que le secondaire, en secondaire 5, c'est une faute aux 18 mots là, qu'on leur demande d'atteindre. Donc, disons que la marche est assez haute entre le secondaire et notre cours de ESB. Mais pour pallier un peu ça, ce qu'on fait, c'est justement de permettre à l'étudiante de pouvoir suivre un cours en français, axé sur le français écrit, si jamais il n'arrive pas à réussir là, aux critères langue. Comment on fonctionne, en fait, c'est que dans le cours ESB-MO, on va cibler, les profs vont cibler certaines rédactions, vont dire, OK, cette rédaction-là, celle-là, vont compter dans le double standard. Et depuis peu, en fait, depuis l'hiver 22, donc depuis l'année dernière, on a aussi ajouté une règle qui doit être que l'étudiant doit être
la rédaction doit être faite sous surveillance, là. Donc, le prof soit là aussi, que ce ne soit pas un texte qui soit fait à la maison. Donc, peut-être juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est que si l'étudiant réussit la compétence du cours et qu'il atteint le ratio minimal d'erreur, c'est bien beau, il passe en 101. Si il réussit au niveau du contenu, mais il ne réussit pas au niveau de la compétence en français écrit, il est inscrit en ESB ZZ, donc le cours reprise grammaire. S'il a un échec entre 55 et 59, donc s'il est en échec, mais on voit que les problèmes sont principalement en français écrit, habituellement, c'est le cas. Là. Habituellement, un étudiant qui va se retrouver entre 55 et 59, c'est plutôt des problèmes de français écrit. Il est inscrit en ESB-ZZ. S'il a 55 % et moins, il est inscrit au cours ESB-MO, le cours standard, le cours normal. Ce qu'on a décidé en département il n'y a pas si longtemps, c'est d'abaisser le seuil, en fait, pas le seuil de ratio, mais pas le ratio d'erreur, mais le pourcentage. Donc, un étudiant qui aurait entre 50 et 59 pourrait être inscrit en ESB-ZZ. Et là, on a eu certains problèmes à Montmorency qui étaient liés en fait à des problèmes d'espace. Ça donnait trop d'étudiants qui devaient être inscrits en ESB-ZZ. Malgré ça, malgré le fait qu'on ait finalement, on n'a pas pu appliquer là, cette résolution-là de façon effective, malgré ça, les étudiants qui se retrouvaient en situation d'échec, qui devaient aller en reprise grammaire, le nombre d'étudiants a vraiment explosé depuis la pandémie. Là, on a eu 3 fois plus de groupes ouverts qu'à la normale. Donc, tout ça pour dire que c'est un cours qui est quand même assez pertinent et apprécié des étudiants. Le cours reprise grammaire depuis longtemps, c'est en place à Montmorency, parce que justement, ça permet de travailler sur la lacune principale qui est celle du français écrit. Et on n'a pas de données probantes de ça, mais on le voit, on voit que les étudiants réussissent mieux. Ça leur permet aussi de mieux réussir à l'épreuve uniforme. Mais là, l'administration nous demande certaines données probantes parce que là, il y a comme trop d'élèves qui se retrouvent dans ces cours-là et puis il manque d'espace. Donc, ça a comme braqué un peu la lumière là, sur la mesure qu'on avait mise en place depuis longtemps. Donc, c'est ça. Donc, la lumière a été mise dernièrement là, sur le ESB-ZZ, entre autres à cause du nouveau sigle qu'on a dû changer là, pour le ESB-MO à cause d'un problème de pondération. C'est comme si là, ça avait fait ressortir le fait que, oups, là, on a 2 cours et la façon dont ça fonctionne aussi, on s'est fait un peu taper sur les doigts par l'administration alors que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on fonctionne comme ça. On espère que ça va pouvoir continuer d'ailleurs. Que pas se faire taper sur les doigts, mais que les mesures continuent. Mais c'est qu'on a un cours qui est le ESB-MO, qui est la compétence à atteindre, c'est celle du 104. Sauf que l'étudiant qui va faire le cours ESB-ZZ en remplacement du ESB-MO, à ce moment-là, c'est une autre compétence qu'il doit atteindre. Donc là, ça crée une espèce d'anomalie là, au niveau administratif qui doit être corrigée. Et puis, le ESB-ZZ, en fait, si l'étudiant le réussit, il passe en 101. Donc, c'est comme si le ESB-ZZ venait remplacer notre ESB-MO. C'est pourquoi on s'est fait un petit peu taper sur les doigts. Donc, la lumière qui a été mise sur le ESB-MO à cause du changement de sigle et le fait qu'il y ait une explosion d'inscriptions pour le cours ESB-ZZ, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on remette en question là, le ESB-ZZ. C'est pas du tout, c'est pas le département en tant que tel là, qui remet ça en question, c'est vraiment au niveau administratif, mais ça va retomber dans la cour là, du département pour voir ce qu'on fait avec ça. Parce que le ESB-ZZ, d'une façon comme d'une autre, là, celui dont vous voyez là, les différentes modalités ici, va être obligé d'être révisé. Donc, c'est sûr que ça... c'est un peu, ça va être tout un chantier, disons. Et puis, mais c'est un chantier qui va être inévitable, mais ça va nous permettre de regarder quelles autres options on peut avoir pour aider les étudiants. Donc, tout ça pour dire que vous avez peut-être compris que c'était par la langue qu'on entrait en littérature plutôt à Montmorency. Voilà.